Bienvenue sur Good Visa, le podcast voyage et bien-être. Embarquez pour une aventure autour du monde en découvrant des destinations et cultures fascinantes tout en explorant le bien-être sous toutes ses formes. Que vous soyez enthousiaste à l'idée de voyager, curieux de nouvelles cultures ou passionné par le bien-être, la santé, les sports et même en quête de réflexion profonde, ce podcast est pour vous. Dans chaque épisode de ce double voyage, nos invités partageront un pays qui les a marqués, mais aussi une thématique spécifique, que ce soit leur passion ou tout simplement leur histoire. Vous pourrez ainsi non seulement vous évader, mais aussi repartir avec des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. L'appel du chemin. Julien était censé partir faire un tour du monde, mais tout ne s'est pas passé comme prévu au Sri Lanka, puisqu'un accident le contraint à rentrer en France. Quelques années plus tard, il décide d'y retourner pour remercier les personnes qui lui ont sauvé la vie. Julien n'est pas prêt d'oublier cette perle de l'océan Indien, avec ses paysages, sa richesse multiculturelle et la gentillesse des locaux. Les mois passent et un jour, Julien décide de partir marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Introspection, lâcher prise et découverte de soi, il va nous raconter comment ce chemin l'a aidé à se reconstruire. À son retour, il prend conscience qu'il a envie de voyager autrement. Julien se lance alors dans une aventure incroyable avec son mari en traversant la France en 4L. Il partira ensuite une deuxième fois sur le chemin pour se ressourcer et faire le point sur son évolution. Cet épisode est une invitation au voyage introspectif et au cheminement personnel. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julien. Bonjour Camille. Comment te sens-tu aujourd'hui ? Écoute, parfaitement bien. Écoute, je suis super contente qu'on puisse enregistrer cet épisode ensemble. C'est toi en fait qui m'as contacté il y a quelques semaines sur Instagram et c'est quand même assez fou parce que comme je te l'ai expliqué, en fait il y a plusieurs mois, j'avais vu passer ton parcours et je m'étais dit « Oh, c'est fou, le Sri Lanka, tout ce parcours assez incroyable » et j'avais perdu ton profil. Impossible de te retrouver. Donc que tu me recontactes plusieurs mois après, je trouvais ça assez improbable et je suis vraiment super contente qu'on puisse avoir cet échange aujourd'hui. Donc est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Écoute, je m'appelle Julien. C'est une question qui est toujours difficile parce qu'on ne sait pas trop par quoi commencer quand on se présente. Je dirais que je suis un voyageur au long cours. J'adore le voyage. C'est ma plus belle école de la vie. Et je suis un voyageur qui écrit. J'ai pris par habitude depuis quelques années maintenant d'écrire systématiquement mes carnets de voyage un petit peu à la Sylvain Tesson. J'aime bien documenter au jour le jour ce que je vis. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus à l'aise par l'écriture, par les mots, que par les partages sur les réseaux sociaux, en vidéo ou en photo. J'essaie de m'y mettre un petit peu pour coller un petit peu à ça. Mais disons que je suis un garçon curieux, je suis un garçon, je pense, humain. J'essaie de vivre ma vie de façon alignée, en essayant de mettre au centre de ma vie des valeurs de partage, de fraternité, d'ouverture à l'autre. Et c'est vrai que le voyage m'a vachement aidé en ça. Je trouve que c'est vraiment une magnifique école de la vie et j'espère que tous celles qui nous écouteront auront envie de partir au Sri Lanka après ça. J'espère aussi, en tout cas ça va permettre aux gens de s'évader et d'en apprendre un petit peu plus. Donc effectivement j'ai un petit peu trahi le sujet dans l'introduction, mais on va parler donc de ce pays. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as été amené à voyager au Sri Lanka ? Alors le Sri Lanka faisait partie d'un programme ambitieux de 24 mois. On devait partir avec mon mari Nicolas 2 ans autour du monde. C'était en 2020. Donc pour ceux qui se rappellent de ce qui s'est passé à ce moment-là, le sens du timing était parfait, on va dire. Le Sri Lanka était tout simplement le premier pays au programme. On devait enchaîner ensuite avec l'Inde, avec le Vietnam, le Cambodge, etc. L'idée du Sri Lanka, c'était de commencer par un pays apparemment qui était une porte d'entrée facile, on va dire, pour l'Asie. Des retours qu'on a pu avoir au moment où on a préparé le tour du monde, on nous a dit que le Sri Lanka était un petit pays déjà, assez facile en backpack, puisqu'on voyage de cette façon-là, donc en sac à dos. Et du coup, le Sri Lanka était tout simplement le premier pays sur la liste, et c'est vrai qu'on y partait sans vraiment savoir à quoi nous attendre. Ce qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que quand on part parfois en voyage, on essaie de bien préparer les choses, où on voit passer beaucoup de choses sur certaines destinations. Pour le coup, le Sri Lanka, c'est pas forcément la destination la plus vue sur les réseaux sociaux, mais nous, c'était dans l'idée de commencer de façon, on va dire, un petit peu facile ce tour du monde, pour se mettre en jambes, pour appréhender aussi ce qu'est un tour du monde, pour appréhender l'équipement aussi qu'on avait emporté. Donc, on est parti avec 25 kilos sur le dos. Tu vois, on était très ambitieux, et donc le Sri Lanka, c'était vraiment la porte d'entrée à ce projet à l'époque. D'accord. Et donc tu expliques, tu as partagé ton histoire sur les réseaux sociaux. Ce voyage ne s'est pas vraiment passé comme prévu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, j'en ai parlé quelques fois sur mes réseaux sociaux. Disons que ce voyage, comme je te disais, on a vraiment pris le temps de le préparer. Partir en tour du monde, ça nécessite de préparer un minimum le terrain, que ce soit tout simplement rendre son appartement, libérer son travail, dire au revoir à ses amis, à sa famille. Et autant j'avais pensé à tout, sauf à un accident sur ma personne. Je suis pas, je pense que c'est mon côté très altruiste. Je pense toujours à ce qui peut arriver aux autres ou de façon extérieure à ma personne. Et là, pour le coup, la vie m'a mis une bonne claque, quoi comme on dit. Disons qu'au bout de 3 semaines, le voyage s'est arrêté brutalement. J'ai fait une chute dans les iguos du Sri Lanka. Donc j'ai fait une chute de 2 mètres et donc bon la suite je passe les détails pour pas mais disons que ça a nécessité une opération, une double opération sur place au Sri Lanka puis un rapatriement médical et à l'époque si tu veux on pensait vraiment repartir. Je suis rentré en France puisque pour la convalescence c'était plus simple de rentrer, me reposer, me reconstruire physiquement et mentalement et de repartir. Puis finalement, ça n'a pas été possible puisque la pandémie s'est installée très rapidement en Europe et on a quand même attendu pendant 2 ans de pouvoir repartir. Mais nous, il n'était pas question de repartir sans être vacciné, donc on a attendu que le vaccin arrive. Et malgré le vaccin, ça s'est resté compliqué. Et donc, si tu veux, à force d'attendre, le projet s'est un petit peu étiolé dans nos têtes. On s'est dit que on pouvait pas rester en suspens comme ça, et donc on a fait autre chose. Mais c'est vrai que cette aventure m'a vachement fait grandir et fait comprendre que le voyage, c'est aussi ça, c'est aussi des blessures, des accidents qui peuvent survenir, d'où l'importance d'avoir une bonne assurance voyage. Et ça fait partie du voyage. Aujourd'hui, j'en garde un excellent souvenir puisque cette blessure m'a vraiment fait grandir. Oui, ça a été assez déterminant dans la suite de ton parcours et j'ai écouté, je mettrai le lien aussi, tu partageais dans un autre podcast vraiment dans les détails pour celles et ceux qui veulent savoir, parce qu'on a plein de choses à aborder aujourd'hui, mais les détails de cet accident où en fait ça a été toute une péripétie, où tu as même décidé d'écrire un livre à ton retour là-dessus parce qu'en fait tu as été confronté à plein de choses. Comme tu dis, c'était une claque dans le sens où t'es passé par tout un tas d'émotions, alors que certains pourraient dire oui, bon, il a eu une blessure. Non, c'était quand même une blessure très grave. Où il me semble que tu n'as pas tout de suite compris d'ailleurs la gravité de la situation et même les médecins sur place semblaient pas si inquiets que ça. Disons que quand il y a eu cet accident, quand j'ai posé le pied au sol, j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose de grave. J'ai tout de suite compris au fond de moi que la suite allait peut-être être compromise. T'as toujours espoir dans ces moments-là que ce soit pas si grave, que ce soit juste une entorse, mais honnêtement, la douleur laissait peu de doute au fait que ce soit cassé. Ensuite, se blesser à l'étranger, c'est toujours très anxiogène. Se blesser dans un pays comme le Sri Lanka, c'est vrai que pour le coup, j'ai tout de suite eu l'image des films qu'on peut voir un peu Bollywood, où on voit ces dispensaires, ces hôpitaux un petit peu de fortune, et c'est vraiment ce que j'ai vécu. Donc tout de suite, quand on est plongé dans la réalité de ce pays, alors pas tous les hôpitaux, le premier était comme ça, le second était beaucoup plus luxueux, mais disons que dans le premier où j'ai été conduit, j'ai tout de suite compris que ça allait être compliqué psychologiquement, puis surtout au-delà de ma blessure, j'ai tout de suite vu qu'autour de moi, il y avait des gens dans une situation beaucoup plus dramatique que la mienne. Et c'est plutôt ça qui a été difficile. J'ai compris que j'avais une blessure, certes, mais finalement, j'étais en vie, j'étais sur enfin, pas sur mes 2 jambes, mais j'étais en vie. Et autour de moi, j'ai vraiment vu des choses très difficiles psychologiquement. Des enfants, notamment, qui étaient en souffrance. J'ai vu des adultes dans un état vraiment grave. Certains adultes qui n'ont pas passé la nuit. Donc ça, c'est quelque chose qui est traumatisant, clairement. Ensuite, forcément, quand ça t'arrive, t'as juste espoir de rentrer plus vite chez toi parce que forcément, hein, quand on appartient à un pays, je pense que dans ces moments-là, on a envie de rentrer chez soi, de retrouver ses proches, sa famille et le tour du monde dans ces moments-là, il est plus du tout là, quoi. Mais l'histoire du livre, en fait, elle est venue dans un second temps. C'est simplement que, comme je te disais, j'écris au jour le jour. Donc, pour moi, à ce moment-là, quand cette blessure est survenue, c'est vrai que j'avais que qu'à attendre que le temps passe, que les médecins se prononcent. Donc, comme les médecins du premier hôpital n'ont pas été vraiment très formés sur ma blessure, j'ai été conduit par l'assurance voyage dans un deuxième hôpital à Colombo, la capitale du pays, qui était beaucoup plus luxueux, mieux équipé. Et là, le contre-diagnostic a prouvé que j'avais pas juste une entorse, mais une fracture déplacée. D'où la double opération que j'ai eue sur place. Et moi, pendant ces entre-deux examens, j'écrivais, en fait, toutes ces émotions que je pouvais ressentir. Quelque part, ça me permettait d'exorciser, d'extérioriser un petit peu ce malaise, ce mal-être. Mon mari était à mes côtés, mais si tu veux, écrire, c'était pour moi un moyen de conjurer un petit peu le mauvais sort et de coucher ses émotions. Il y a toujours un côté thérapeutique dans l'écriture. Et en fait, cet écrit, à la base, je le fais vraiment pour moi. Il n'y avait pas du tout d'objectif ou de pensée d'en faire quelque chose un jour. C'était vraiment un journal de bord, un journal intime que j'écris pour moi, pour mon mari et puis pour notre famille, quoi. Et ce qui a fait que j'ai passé le step de le publier, d'en faire un objet physique pour mes lecteurs, c'est mon ami Soumit, qui est un ami que j'ai rencontré au Sri Lanka, chez qui j'avais dormi à cette époque-là, qui fin 2022 m'a écrit en m'expliquant que le Sri Lanka traversait une crise sans précédent par rapport à la pandémie, et il m'a demandé de l'aider.
Et si tu veux, moi, je suis personne. Je me suis dit, t'aider, ok, mais t'aider à faire quoi, etc. Et lui, sa demande, c'était de l'aider à quitter son pays. Alors, tu vois, moi, je suis pas un diplomate, je travaille pas à l'ambassade du Sri Lanka, donc c'était très compliqué. Et je me suis dit, par contre, quelqu'un qui te demande de l'aide, tu peux pas ne pas répondre. Tu peux pas lui dire juste non, je peux pas t'aider. Donc, je me suis vraiment creusé la tête de me dire, mais qu'est-ce que concrètement je peux faire pour l'aider qui aura un impact direct dans sa vie, quoi, pour répondre à cette urgence. Et je me suis dit, bah écoute, Julien, tu aimes écrire, tu as écrit cette histoire. Pourquoi pas sortir ce livre et lui reverser 100% des bénéfices. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai repris ce récit que j'avais écrit à l'époque en 2020. Je l'ai finalisé en 2022, fin 2022. Il est sorti début 2023 et grâce aux internautes via mes réseaux sociaux, on a pu réunir un peu plus de 1000 euros de bénéfices. Et la chance que j'ai eue, c'est que mon mari Nicolas m'a offert l'année suivante les billets d'avion pour repartir au Sri Lanka. Non seulement pour remercier les médecins qui m'ont soigné, ça me tenait vraiment à cœur de dire merci droit dans les yeux aux gens sans qui je ne serais pas sur mes deux jambes aujourd'hui, et apporter cette cagnotte solidaire à Summit grâce à ma communauté. C'est incroyable et c'est tout à ton honneur d'avoir fait ce projet parce que tu expliques aussi sur tes réseaux, dans les podcasts que tu as fait, que tu t'es vraiment questionné après cette expérience de qu'est-ce qu'on rend à un pays après l'avoir visité. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant comme réflexion parce que c'est vrai alors, je veux pas rentrer dans des généralités, tout le monde ne pense pas comme ça, mais des fois, voilà, on visite un pays, on s'éclate, on découvre plein de choses, on rentre et puis on passe un petit peu à autre chose, alors que ce pays nous a peut-être apporté plein de choses, des nouvelles réflexions, des nouvelles pistes. Et toi, tu t'es vraiment dit, ok, là, j'ai envie de rendre. Et voilà, tu te questionnais beaucoup sur la gratitude, sur la reconnaissance. Vraiment, cette expérience, on sent que ça t'a beaucoup marqué. J'imagine que ton ami, quand tu es retourné là-bas, était assez surpris et tu as donc été revoir les médecins qui t'ont soigné. Et en fait, ils s'attendaient pas du tout à ça. Non, non, carrément, bah, si tu veux, c'est exactement ce que tu résumes très bien, c'est que mon compte s'appelle le point de départ et je me suis rapidement rendu compte que quand on voyage, surtout dans des voyages en backpack, je trouve qu'il y a un côté très revenir à l'essentiel, quoi. Enfin, quand moi je partais d'un point A, je ne revenais jamais au point B de la même façon. Je me rendais bien compte qu'à force de voyage, j'avais atteint des steps dans ma vie, dans mon introspection, qui étaient très profonds. Et du coup, bah, mon compte symboliquement s'appelle le point de départ parce que je trouve que c'est hyper important de savoir d'où on part, d'où l'on vient, pour savoir où l'on va aussi. Et je me rendais compte que tous ces voyages que j'avais la chance de vivre me faisaient vraiment, vraiment grandir. Et c'était effectivement cette notion de voyager et rendre. Parce que je me suis rendu compte que, bah, je pense que, sans faire de généralité, mais je pense qu'à la base, pour tout un chacun, quand on décide de partir en voyage, ça part d'une pulsion égoïste, en fait. On veut se faire plaisir, on veut partir en voyage pour des raisons diverses, des vacances, un voyage, un apprentissage, après une rupture conventionnelle dans un travail, bon. À la base, ça part toujours d'une pulsion un peu égoïste, entre guillemets, où on veut se faire plaisir. Mais je me suis dit, qu'est-ce qu'on laisse à ces pays? Qu'est-ce qu'on leur rend, en fait? Et quand il m'est arrivé ça au Sri Lanka, effectivement, je me suis dit, je suis dans la gratitude, ça c'est sûr. Je pense aux médecins tous les jours, ça c'est sûr. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux leur rendre? Qu'est-ce que je vais leur rendre? Et c'est vrai que quand je suis retourné au Sri Lanka, que j'ai fait des pieds et des mains pour avoir un rendez-vous avec le docteur, puisque il faut savoir que le chirurgien, le docteur Pinto, qui m'a opéré, c'est un grand professeur au Sri Lanka. C'est un homme très demandé. Je suis tombé dans les mains d'un excellent chirurgien. Et donc, avoir un rendez-vous avec ce monsieur, c'est pas forcément facile. Et je me suis mis 6 mois avant mon retour au Sri Lanka auprès de l'hôpital pour vraiment leur expliquer qui j'étais, pourquoi je voulais le revoir, que ça partait d'une bonne intention, etc. Et quand le docteur Pinto m'a vu débarquer dans son bureau, si tu veux, lui, il m'a vu, il me s'est dit, alors attends, un étranger qui revient me voir 3 ans après, do you have a problem? Tu vois, est-ce qu'il y a un problème? Et je dis, non, non, docteur, j'avais simplement envie de vous dire un immense merci droit dans les yeux, quoi. Et quand je lui ai dit ça, il a fait un bond dans sa chaise, les yeux mouillés de larmes, il était très, très ému. Et je lui ai dit, docteur, depuis ce jour, chaque pas que je fais, chaque seconde qui passe, je pense à vous et je voulais vous dire merci parce que grâce à vous, à 38 ans, je suis sur mes deux jambes, quoi. Et c'est vrai qu'il a sauvé mon pied puisqu'il m'avait expliqué à l'époque, si tu veux, que une fracture déplacée, si elle n'est pas opérée rapidement, il peut y avoir des séquelles assez rapidement. Surtout à l'âge, moi je suis encore jeune, il m'a expliqué que si je voulais être certain de ne pas avoir de séquelles, il fallait tout de suite opérer pour pas risquer une séquelle, quoi. Et grâce à lui, d'ailleurs on va en parler, mais tu vois, j'ai fait Compostelle en 2021, donc un an après mon accident. Et c'est vrai que ce compost-là était très particulier. J'en ai pas parlé sur mes réseaux sociaux parce que pour le coup, je suis parti marcher pour savoir si physiquement je tenais encore la route, quoi. Et ça a été hyper émouvant pour moi de faire ce premier Compostelle, pas après pas, où je me rendais compte que mon pied avait aucune séquelle, aucune douleur. J'ai encore une plaque dans le pied à l'heure où je te parle, tu vois, mais j'ai vraiment été réparé de la meilleure des façons.
Et dire merci, c'était un moyen pour moi de rendre l'appareil. Et puis derrière, je suis retourné dans le premier hôpital aussi où j'avais été opéré, duquel je garde une cicatrice sur le bras. C'est mon seul tatouage et c'est mon tatouage dont je suis le plus fier. Et je suis retourné dans cet hôpital-là pour voir ce que je pouvais faire. Et donc, on m'a expliqué qu'ils cherchaient des crèmes dermatologiques pour aider les familles les plus pauvres. Donc, j'ai fait le tour des pharmacies du pays pour ramasser un maximum de ces pots dermatologiques et j'ai apporté ça à l'hôpital. Et encore une fois, tu vois, c'est une petite chose. Ça a pas changé leur vie, mais c'est leur montrer en fait qu'on a beau être loin les uns des autres, je suis à l'autre bout du monde, une main étendue quoi. Je leur rends l'appareil. Ils m'ont aidé à un moment donné crucial dans ma vie, ils ont fait quelque chose de crucial pour moi à ce moment-là. J'ai fait quelque chose en retour. Et tu vois, je me suis retrouvé face à 20 internes, 20 étudiants qui sont en train de recruter pour les former. Parce que cet hôpital-là, c'est un hôpital teaching hospital, donc c'est un hôpital de formation des futurs médecins du pays. Et ces 20 jeunes me regardaient avec les yeux écarquillés à boire mes paroles et je me sentais entre guillemets puissant dans le sens où je me rendais compte, mais sans le chercher en fait, c'est de raconter cette histoire, de raconter que j'ai retraversé le globe pour leur dire merci. Si tu veux, ça les a inspirés. J'ai eu l'impression que ça les inspirait et ça m'a vraiment plu cet exercice d'être face à des jeunes, de leur inculquer entre guillemets ces valeurs-là, de voyager, de rendre, d'être dans la gratitude, d'être dans le remerciement. Et je t'assure que quand je suis retourné à cette deuxième fois-là au Sri Lanka, j'ai eu le sentiment que la boucle était bouclée et que le Sri Lanka fera toujours partie de ma vie. Je l'ai sur le bras, je l'ai dans le cœur et je crois que c'est un pays, voilà, on voyage beaucoup avec mon mari, mais ce pays-là restera toute ma vie, entre guillemets, mon pays dans le sens où il s'est passé quelque chose de fort qui m'a transformé à jamais, quoi. J'en ai des frissons, je ne sais pas pour les auditeurs et auditrices, mais encore merci, tu vois, qu'on fasse cet épisode ensemble, pardon, parce que c'est important pour moi de certes parler de pays que les gens s'évadent, mais c'est aussi de transmettre ce côté où c'est pas n'importe quel pays à chaque fois pour les invités de ce podcast, c'est vraiment des pays qui les ont marqués. Et toi, je pense que voilà, on comprend bien que ça a changé qui tu étais, ça a changé ta façon de penser, toute la quête personnelle qui a suivi par la suite. Et donc voilà, je suis vraiment touchée qu'on puisse parler de tout ça. Donc merci à toi d'autant te livrer aux auditeurs et auditrices. Avec plaisir, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que moi qui étais dans le contrôle total avant de partir au Sri Lanka, ben là, pour le coup, cette claque m'a permis de lâcher prise, en fait. Et je crois que c'était à un moment donné vital aussi que je lâche prise dans le sens où le vrai voyage, c'est justement le moment où tu te laisses complètement aller. D'être dans le contrôle, je me rendais compte, et je me rends compte aujourd'hui, puisque à l'époque, je verrouillais tout. Aujourd'hui, je pars avec mon sac à dos de 5 kilos, je prépare plus rien, je me laisse totalement porter. Donc, c'est vrai que le Julien d'aujourd'hui n'est plus le Julien de 2020, quoi. Et je m'en mettrai des baffes d'ailleurs quand je me regarde dans le miroir, je me dis mais qu'est-ce que t'étais bête, mais il faut passer par ces étapes-là pour progresser. C'est comme l'équipement. Les gens me disent mais comment tu fais pour avoir 5 kilos sur le dos pendant 3 mois? Eh ben comment je fais? Je suis parti au Sri Lanka avec 25. Et quand tu pars avec 25 kilos et que tu portes le poids de tes angoisses, quand tu portes le poids de toutes tes bêtises entre guillemets, eh ben petit à petit tu apprends à vider ton sac, à te dire que dans tous les pays tu trouves absolument tout. Voilà, je dis toujours que l'expérimentation, c'est la meilleure façon de progresser finalement. Et j'aime beaucoup que tu partages tout ça parce que tu vois, pour le coup, moi, je suis un peu contrôle fric, hein, comme on dit. Et en t'écoutant et même en m'étant renseignée sur ton parcours, je pense que j'ai du chemin à faire pour le coup sur cet aspect-là, sur le côté lâcher prise dans le voyage. Moi, j'aime bien contrôler où je vais, par quel chemin je passe. Que tu parlais de point de départ, point d'arrivée, et j'aime bien savoir d'où je pars, où je vais arriver. Donc et voilà, j'aime beaucoup ces réflexions-là. Et j'espère que ça inspirera aussi les auditeurs et auditrices à se dire, bah, peut-être que dans le voyage, ça peut aussi nous apporter beaucoup de choses de lâcher prise, se laisser porter. Et j'aimerais bien, si tu le veux bien, qu'on retourne sur ton expérience dans le premier hôpital, parce que donc on a encore plein de choses à aborder sur le Sri Lanka, pardon. Il faut que j'arrête de dire Sri Lanka, donc désolée pour l'audience. Où en fait, tu as été confrontée quand même à la dure réalité de ce pays, parce que oui, on va parler de paysages magnifiques, de cette culture, mais il y a aussi une réalité qui fait que c'est encore un pays très pauvre. Et j'ai l'impression que ça t'a un peu, voilà, ça fait un peu partie de cette claque que tu t'es prise à te dire, ah oui, c'est une réalité, les gens sont très pauvres. Tu t'es retrouvée dans un dispensaire qui était peut-être pas le plus clean qui soit. Enfin voilà, est-ce que tu peux nous raconter, parce que j'ai l'impression aussi que ça fait partie de ce déclencheur en fait de te dire, ah oui, là il y a des choses qui vont pas, et un peu un retour à la réalité, quoi.
Ça, c'est toujours difficile pour moi parce que c'est quelque chose qui est très encore émotif. J'ai les images en tête, je vois parfaitement les sensations que j'ai ressenties à ce moment-là. Mais si tu veux, l'électrochoc, il est aussi dû au fait que même si intérieurement, je ne vais pas mentir en me disant que j'étais pas content d'être pris en charge, on m'a priorisé. J'ai été clairement priorisé. Je suis arrivé sur un brancard et clairement, le directeur de l'hôpital a pris en main les choses. Je suis passé devant des Sri Lankais. Si tu veux, c'est même si au fond de moi, bien sûr, j'étais rassuré d'être pris en charge, c'est hyper compliqué psychologiquement. Et ça, ce revers-là, je l'ai eu au retour. C'est pour ça que je parle dans mon livre de dette que j'ai ressenti envers le Sri Lanka. C'est qu'une fois que je suis rentré en France et que j'étais en mode convalescence, j'ai eu bien le temps de me refaire toutes ces images, de me refaire le film. Et donc, d'avoir été priorisé, d'être passé devant des Sri Lankais qui étaient peut-être dans une situation pire que la mienne, mais qui sont surtout chez eux, entre guillemets. Moi, je suis un touriste, donc même si j'étais content d'être pris en charge, je suis qu'un touriste. Et donc, psychologiquement, ça a été compliqué à accepter pour moi d'être passé devant des Sri Lankais et d'avoir peut-être pris la place de quelqu'un. Quand le soir, je suis arrivé blessé, l'infirmière m'explique qu'il n'y a pas de médecin. Le médecin de cette campagne-là du Sri Lanka fait plusieurs hôpitaux et donc il passe quand il a le temps de passer. Donc, il n'y a pas de médecin, premièrement. Le lendemain, quand le médecin arrive, il fait le tour de tous les lits. Il passe lit après lit pour voir un petit peu les dossiers et poser un diagnostic. Moi, l'interne qui m'a recousu ma blessure au bras, il m'a recousu 13 heures après. Donc, autant te dire que 13 heures après, j'avais le bras qui était déjà sûrement un peu nécrosé. Donc, la cicatrice n'est pas très jolie, mais c'est mon tatouage et je l'accepte parce qu'elle raconte cette histoire. Et quand on me pose des questions sur la cicatrice, je suis très content de raconter qu'elle est liée à cette histoire. Mais si tu veux, l'interne qui me recoue, il peut pas faire 3 patients à la fois. Il m'a pris, moi, en charge en priorité. Et donc, c'est pour ça que dans ce livre, je parle de dette que j'ai ressentie et que pendant 3 ans, j'ai bassiné mes proches, mon mari Nicolas. Je veux y retourner, je veux y retourner, je veux y retourner parce que je veux dire merci. Et si tu veux, tant que la boucle n'était pas bouclée, j'étais vraiment dans cette obsession de repartir, dire merci, quoi. J'aurais pu le faire à distance, mais c'est pas pareil. Je trouve qu'à un moment donné, on est humain. Et encore une fois, je prends pas ça pour acquis. Je me suis pas dit, OK, je suis blanc, OK, je suis assuré, OK, c'est normal. Non, je me suis dit, OK, je suis assuré, donc pour les formalités, c'est sympa d'être pris en charge, surtout que le premier hôpital, bon, était bon marché. Le deuxième, il y en avait pour plus de 10 000 euros. Donc dans ces moments-là, tu es quand même content d'avoir une assurance voyage. Mais j'ai pas pris ça pour argent comptant, de dire c'est normal. Je me suis dit, les Sri Lankais se sont démenés pour me prioriser. Ils auraient pu faire ce qui était prévu pour eux. Ils auraient pu voir leurs patients dans l'ordre qui était. En plus, si on le traite d'un point de vue urgence, j'étais pas une urgence. Mon pied était cassé, mais j'étais pas en train de faire une hémorragie, quoi. Donc, si tu veux, c'est pour ça que ce traumatisme que j'ai ressenti, c'est aussi lié au fait que, voilà, j'ai eu cette chance d'être pris en charge. J'ai été priorisé encore une fois, mais pour moi, c'était pas normal, quoi. Et j'ai eu du mal psychologiquement à l'accepter. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, voilà, j'aurais une gratitude éternelle envers ça parce que si ça n'avait pas été pris en charge si vite, j'aurais sûrement des séquelles aujourd'hui, quoi. Et c'est vrai que ça me fait penser à, je voulais le rajouter tout à l'heure, quand tu expliquais toute cette démarche que tu as eue de retourner les voir, de les aider, là quand tu partais chercher ces crèmes dans les pharmacies, on sent bien que tu le faisais sans rien à attendre en retour en fait. Et quand tu parlais de cette puissance que tu ressentais, j'imagine que c'est ce côté de se dire, bah, je me sens utile, ça va les aider pour la suite et c'est hyper admirable. Et je complète par rapport à ça, c'est que non seulement je l'ai fait spontanément avec mon cœur pour les remercier, mais que si je l'ai partagé sur les réseaux, parce que tu vois, je trouve que quand on fait des bonnes actions, on n'est pas obligé de les partager sur les réseaux, parce que il pourrait y avoir un côté où on le fait pour moi. Si je l'ai partagé sur les réseaux, c'est uniquement parce que j'ai compris que à travers des réseaux, on peut aussi transmettre des valeurs. C'est pas du tout pour me gargariser. D'ailleurs, quand on me parle de ça, je réponds volontiers au podcast, mais c'est vraiment pas pour parler de moi. C'est vraiment pour expliquer à quel point je trouve avec tout ce qui se passe aujourd'hui, que voyager et rendre, faire sa part du colibri si on peut le faire, c'est ça qui est important. Donc c'est vrai que à travers mes réseaux, entre guillemets, j'ai une toute petite voix, moi je suis un tout petit réseau. C'est pour ça que je le partage, de dire aux gens, voilà, je partage mon expérience parce que je trouve que c'est intéressant au niveau des valeurs. J'aurais pu faire tout à fait la même action sans partager sur mes réseaux sociaux. Et si j'ai décidé de le partager, c'était pas pour me valoriser moi, c'était simplement pour montrer à ma communauté que c'était important parfois de faire une bonne action pour autrui, quoi. Ces crèmes, encore une fois, quand on m'explique qu'elles vont être offertes à des familles en grande difficulté, ben voilà, faut pas oublier que moi aujourd'hui, par exemple, dans ma situation personnelle, je suis pas en grande forme financière. Et donc, c'est important de se rendre compte qu'à une époque, j'étais à l'inverse. J'étais en grande forme financière et que dans la vie, la roue tourne. C'est pour ça que je trouve que c'est important d'être conscient de tout ça. C'est que dans la vie, on ne sait pas, en fait. À un moment donné, t'es au top. L'instant d'après, t'es au plus bas. Et donc, c'est hyper important, ces vases communicants. Et je trouve que pour des pays comme ça qui nous accueillent, qui ont besoin du tourisme, qui nous apportent énormément de choses en termes de valeurs, puisque eux, pour le coup, tu vois, ils ont pas grand chose. Mais par contre, au niveau des valeurs, ils sont bien plus puissants que nous. Ils sont bien plus dans le partage que nous. Partout, je suis passé au Sri Lanka, dans n'importe quelle famille dans laquelle je suis allé,
t'es accueilli à bras ouverts avec des grands sourires. Et rien que ça, c'est une richesse qu'ils ont. Et donc, au nom de tout ça, je pouvais pas ne rien faire. J'adore. C'est hyper inspirant. Donc, encore une fois, je me répète, mais merci beaucoup Plaisir. pour ce partage. Comment tu as trouvé les gens? Donc voilà, beaucoup dans le partage, parce que donc tu y as été donc cette première fois, toutes ces péripéties, et la deuxième fois, donc j'espère que tu n'es pas tombé dans les trottoirs quand tu y es Non, retourné. autant te dire que j'ai été très, très précautionneux. J'imagine. Et donc voilà, tu as passé beaucoup de temps dans ce pays. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les gens que tu as rencontrés, comment tu as ressenti la culture? Déjà, je trouve que les gens sont d'une bienveillance sans nom, ils sont très souriants, vraiment très accueillants. Je pense que c'est un des pays les plus simples pour voyager en sac à dos parce que on se sent en sécurité partout. Et je dis ça en tant que voyageur homme, mais je pense que les femmes avec lesquelles j'ai pu parler, parce qu'on me pose souvent la question, mais pour le coup, je suis mal placé pour répondre à la question, mais je parle à des backpackers qui me confirment qu'elles sentent aussi qu'au-delà des regards qui peuvent parfois être un peu insistants, puisque c'est culturel, je pense, mais qu'elles se sentent parfaitement en sécurité. Les Sri Lankais sont très, d'ailleurs, le bouddhisme, je le connaissais très peu avant de partir au Sri Lanka, et dans l'approche, alors je connais pas vraiment le bouddhisme encore une fois, mais dans leur approche, dans leur façon de voir la vie, je trouve qu'il y a une espèce de philosophie de vie où ils sont très conscients qu'on fait partie d'un tout, qu'on est une matière vivante, malléable. Ils sont très dans les énergies, et ça m'a beaucoup parlé cette approche-là parce que moi, qui suis quelqu'un d'assez sensible, je trouve qu'être connecté aux énergies, au ressenti, j'ai l'impression qu'ils s'écoutent beaucoup plus, qu'ils sont beaucoup plus dans l'intuition, qui sont beaucoup plus dans l'énergie, qui ont beaucoup plus conscience que le karma est quelque chose d'important. Alors on y croit pas, mais pour le coup, le karma, moi j'y crois beaucoup et j'ai toujours vérifié, en tout cas jusqu'à présent, que quand on envoie une bonne action, on reçoit une bonne action en retour. Que quand il nous arrive quelque chose de négatif, pour le coup, on parlait de mon accident juste avant, quand on prend le négatif pour en faire quelque chose de positif, on conjure le sort, on conjure le karma. Et donc, je trouve que les Sri Lankais sont très connectés à ça. Après, c'est aussi un pays, il faut savoir que c'est un petit pays. Les 4 religions sont représentées, donc le catholicisme, le protestantisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Et non, l'islam aussi est très représenté. Donc, il y a aussi des problèmes qui sont inhérents à ces religions-là, qui sont toutes mélangées, qui ne sont pas du tout les mêmes religions. Et donc, on m'a expliqué que ça a pu, par le passé, créer de grosses tensions et de gros problèmes. Après, ils sont aussi un exemple de résilience dans le sens où même si ça a pu poser des problèmes comme ça pose des problèmes chez nous, chacun essaie de vivre ensemble. Tu vois, ils ont pas les mêmes aspirations, ils ont pas les mêmes croyances, ils ont pas les mêmes coutumes, ils ont pas les mêmes costumes non plus traditionnels, mais ils essayent de faire une synergie. C'est pas forcément évident, mais en tout cas, quand j'en ai parlé avec les Sri Lankais, je suis allé dans toutes les parties du pays, donc la partie est qui est très musulmane, la partie ouest qui est très catholique, la partie sud qui est très bouddhiste, la partie nord qui est très hindouiste. Voilà, ils essayent de cohabiter. Et je trouve qu'en ça, c'est aussi un peu exemplaire dans le sens où on est obligé de cohabiter. On est des peuples très différents, même au sein de la France. D'ailleurs, on parlera de la France en 4L, mais c'est ce que je voulais montrer avec mon livre. C'est qu'au sein, on parle tout le temps de ces différences, mais au sein même de notre propre pays, on est déjà tous très, très différents. On n'a pas le choix. On n'a qu'une terre. On doit cohabiter. Et donc, je trouve ça plus intéressant d'essayer de cohabiter en essayant de comprendre l'autre, ou en tout cas d'accepter l'autre, de s'intéresser à l'autre dans ses différences, parce ça peut nous compléter, que d'être dans la guéguerre à vouloir convertir l'autre ou vouloir convaincre l'autre que notre façon de penser est supérieure à la sienne. Donc le Sri Lanka, en ça, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de voir qu'ils sont très très différents dans un tout petit pays, mais qu'ils essaient de cohabiter ensemble. Effectivement, tu dis que il y a toutes ces religions qui se mélangent, donc c'est majoritairement bouddhiste. Il y a une forte présence de temples, de monuments religieux qui sont juste sublimes. J'essaierai de Et de sublimes partager. mosquées. Ouais, sublimes mosquées aussi. J'étais fasciné de voir les mosquées. Alors, il faut savoir que les mosquées, quand on n'est pas musulman, normalement, on rentre pas dedans. Par respect pour eux, je me suis vêtu. On m'a autorisé à y rentrer, donc vêtu. Elles sont sublimes. C'était incroyablement beau, quoi. Je précise parce que pour le coup, c'est vrai que les mosquées, c'est pas forcément un lieu religieux où on ne peut accéder en tant que non-musulman. Et au Sri Lanka, on m'y a autorisé et j'ai été vraiment touché. J'étais dans un respect le plus total parce que c'est vrai qu'il sépare les hommes et les femmes. Mais au niveau architectural, c'est incroyable. Et en plus, par rapport à ce côté mélange de religions, j'ai vu qu'il y avait cette montagne sacrée, le pic d'Adam, où c'est un haut lieu de pèlerinage à plus de 2000 mètres d'altitude. Et au sommet, en fait, il y a une formation rocheuse appelée Pada, pardon. Les gens pensent que c'est une trace de pas de Bouddha pour les bouddhistes,
Les hindouistes, ils pensent que c'est Shiva qui a laissé une trace. Les musulmans pensent que c'est Adam et les chrétiens aussi Adam. Donc c'est intéressant de voir qu'effectivement toute cette mixité se retrouve même dans l'interprétation de certains lieux sacrés. Et tu vois, quand tu disais que c'est un petit pays, il faut pas oublier quand même que la superficie du Sri Lanka, c'est quand même la superficie de la taille de l'Irlande, de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc faut pas se dire, si j'ai bien compris, bon, j'y vais 3 semaines, je vais tout faire. Non, c'est très grand, il y a de grandes distances et peut-être ça pourrait faire une transition pour les transports parce que j'ai cru comprendre que c'est très varié dans ce pays, qu'il y a à la fois les tuk-tuk, les trains, que les gens se déplacent aussi en scooter, que c'est pas cher du tout les transports. Mais j'ai cette image, voilà, des gens qui sont dans le train en plein milieu de la jungle à s'accrocher à l'extérieur du train. J'imagine que tu t'es laissé tenter aussi. Alors, je vais pas fait j'ai pas fait la photo entre guillemets instagrammable où on se penche dans le train parce que c'est très dangereux et chaque année il y a des accidents. Donc, je précise que vraiment c'est dangereux parce que le train roule à vive allure, hein, donc c'est pas un train à l'arrêt contrairement à ce qu'on voudrait bien faire croire. Non, non, je me suis juste penché un peu par la fenêtre pour admirer les champs de thé puisque c'est ça l'attrait, c'est que cette ligne du Sri Lanka fait partie des plus belles lignes au monde. Elle traverse des champs de thé à perte de vue sur des hauteurs assez fascinantes et c'est vrai qu'on a des panoramas qui sont sublimes. Le Sri Lanka, c'est vrai que pour le coup, ce que je dis à mes amis qui veulent partir en sac à dos, c'est facile puisque les transports sont très bon marché et qu'en 6-7 heures, on peut traverser le pays de part et d'autre. Donc c'est assez simple, que ce soit en bus ou en train, c'est assez simple. Et surtout, c'est très très bien maillé. Partout où tu te trouves au Sri Lanka, tu vas dans n'importe quelle gare routière ou ferroviaire, tu demandes ta destination, n'importe qui va te renseigner. Et parfois, pour certaines connexions, il faut changer 3-4 fois de bus. Donc c'est assez lancinant, mais ça se fait. Et surtout, tout le monde te renseigne parfaitement bien et je me suis jamais perdu. Alors parfois, tu pars à 6 du mat, t'arrives à minuit, hein. Donc faut pas être pressé, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que pour moi, le chemin fait partie du voyage. Tu as toujours des belles phrases pour ponctuer ce podcast, j'adore. Et oui, parce que tu disais que c'est facile de communiquer avec eux parce qu'ils parlent quand même donc beaucoup anglais. Bon, peut-être pas un anglais parfait, mais qu'en tout cas, c'est une langue bien répandue parce que la langue officielle, il y en a deux. Il y a le Singalais qui est la langue majoritaire et le tamoul. Mais en tout cas, voilà, tu as réussi à communiquer avec eux. Ça fait partie aussi, je pense, de leur tempérament d'être toujours dans l'entraide. Parce que parfois, tu leur poses une question, ils vont pas forcément savoir quoi te répondre, mais ils vont toujours chercher à t'aider. Et ça, c'est assez fascinant. Alors que tu vois, par exemple, quand j'étais au Vietnam l'an dernier, le Vietnamien, quand il ne sait pas, il te dit un nom, mais un nom assez radical. Tu vois, où tu sens que c'est un nom fermé, ça ira pas plus loin. Le Sri Lankais va te dire non, mais il va chercher à t'aider ou à demander à un pote, tu vois. Pareil, quand tu montes, par exemple, quand tu es en tuk-tuk et que tu veux te rendre, par exemple, à une plage ou à une grotte ou un spot un peu secret, entre guillemets, le Sri Lankais va pas forcément savoir, il va te dire oui, je te prends avec moi, et tout le long du trajet, tu vas sentir qu'il se renseigne, etc. Donc en fait, il ne sait pas où il faut aller. Voilà, c'est ça, je pense, dans leur tempérament, c'est que le nom n'est jamais un vrai nom. Et d'ailleurs, c'est comme le klaxon. Le klaxon en France, c'est assimilé à quelque chose d'agressif. On klaxonne pour exprimer sa haine, pour faire avancer le schmilblick. Au Sri Lanka, on klaxonne pour signaler sa présence, pour saluer son ami, pour simplement signaler à un piéton, attention, j'arrive. Donc, tu vois, c'est-à-dire que le klaxon, chez nous, ça peut être quelque chose d'agressif. Là-bas, ça reste un peu agressif en termes de son, mais ça reste bienveillant pour eux. D'accord, tu vois, c'est intéressant, c'est ces petites infos où je me dis, voilà, on les trouve pas dans les guides, c'est vraiment quand on y a été, Ouais, qu'on a expérimenté le pays, quoi. et c'est pour ça que c'est intéressant quand je te parlais de pas vouloir tout baliser. C'est pour ça qu'il faut pas arriver avec ces idées préconçues parce que on part toutes et tous avec des idées préconçues sur les gens, les destinations. Alors je raconte une anecdote qui va te montrer à quel point j'ai changé. C'est quand on est parti à Bali en 2018, on devait se rendre dans un port pour prendre un ferry pour aller sur une île. Et il se trouve que entre le moment où le guide avait été édité, donc c'était Lonely Planet, mais entre le moment où ce guide-là avait été édité et la réalité, le changement climatique avait fait qu'il n'y avait pas plus assez d'eau dans ce port. Donc les balinais avaient déporté le port un peu plus haut pour que les bateaux soient suffisamment en eau. Quand on prend un taxi le matin, parce qu'à l'époque, voilà, on était très insécure, donc on partait avec des Uber locaux. Tu vois, et à quel point j'ai changé, parce qu'aujourd'hui, plus du tout. Mais à l'époque, on prend un Uber et le chauffeur nous dit, mais attendez, mais pourquoi vous voulez aller là-bas? Il y a plus d'eau, il y a plus de bateau. Et moi, tout de suite, ma première réaction, ça y est, il va nous la mettre à l'envers, il va nous arnaquer, faut pas lui faire confiance, etc. Le monsieur comprenait pas, mais il dit, mais monsieur, il y a plus d'eau. Et en fait, il nous fait aller au port en question. Et là, je constate avec mes yeux qu'il y a plus d'eau.
je me suis senti tellement con, mais vraiment tellement con, que ça a été aussi un des premiers déclics où je me suis dit, il faut que j'arrête avec mes idées préconçues de penser qu'on va m'arnaquer. Ça peut arriver, mais ça fait partie du voyage. Il faut faire confiance aux gens, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'explique dans les livres que j'écris que moi-même, hein, j'ai été, entre guillemets, con. Hein. Je veux dire, par là, je suis pas là aujourd'hui à dire que moi, je suis au-dessus. Non, j'ai été con. Donc, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'en parler. C'est que j'ai été con, j'ai compris que j'ai été con, j'ai changé. Je serais très con de rester con. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi se dire que voyager, c'est aussi un petit peu ouvrir son esprit, de voir un petit peu que ailleurs, il peut y avoir d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir, et c'est ok. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de se rendre compte que finalement, là où nous, dans nos pays développés entre guillemets, on va penser qu'on a tout compris. Moi, je me dis aujourd'hui, j'ai rien compris à la vie en fait. Je suis vraiment ras des pâquerettes, c'est-à-dire que j'ai une façon de penser qui n'est pas la façon universelle de penser, et c'est ok en fait. Et ça, c'est vrai que le voyage, pour ça, c'est un excellent accélérateur de prise de conscience où on se rend compte finalement que il n'y a pas qu'une façon universelle de penser, et c'est super. C'est justement ça qui permet de se rendre compte que la vie, elle est multiple et tout est possible. Voilà. Et c'est pour ça aussi que j'ai lancé ce podcast pour partager toutes ces richesses culturelles, ces différentes façons de faire, bah tu vois, je pense par exemple les manières de manger. On pourrait dire oui, ben nous occidentaux, on a raison de manger avec des fourchettes, un couteau, alors que ben, en Asie, et donc il me semble que c'est le cas au Sri Lanka, on mange avec les mains. Mais voilà, ils ont pas, enfin il n'y a pas de vous avez raison, vous avez tort, c'est juste la richesse, c'est un peu gnangnan dit comme ça, mais la richesse de notre monde, et c'est ce que j'avais vocation à partager avec le podcast aussi. Et d'ailleurs, est-ce que donc tu as mangé avec tes mains? Parce que j'aime bien parler un petit peu de gastronomie dans le podcast. Alors, lors de mes retrouvailles avec Soumit, il m'a préparé un excellent curry et forcément, il a mangé lui avec les mains. Alors, j'ai essayé par respect pour essayer de mettre à son diapason. Autant te dire qu'après avoir mis 3-4 bouchées sur mes pantalons, je lui ai demandé s'il n'y avait pas une fourchette, juste parce que il vit avec sa maman et sa femme et que j'étais hyper gêné à table de faire tomber les boulettes de riz partout, quoi. Donc, il a eu la gentillesse de me sortir une fourchette parce qu'ils ont découvert hein, quand même, ils ont des fourchettes, etc. C'est vrai que eux, ils ont vraiment l'habitude. Mais c'est comme quand on va dans les pays orientaux, ils mangent beaucoup avec les mains, etc. Il y a un coup de main à prendre et franchement, que ce soit le riz ou le couscous, c'est pas forcément super simple pour nous de manger avec les mains, quoi. Parce que oui, le riz et le curry, c'est vraiment le plat national de ce que j'ai cru comprendre, avec différentes variantes. Il y a aussi ce qu'on appelle le koturuti, un plat de rue à base de pain haché, de légumes et de viande. Il y a aussi ces petites crêpes croustillantes et légères. Puis forcément, il y a une forte influence indienne avec les épices. Et petit fun fact, je sais pas si tu l'as vu là-bas, que la cannelle était très présente dans ce pays. En fait, ça a été découvert il y a plus de 4000 ans par les Égyptiens. Et la cannelle est un des produits les plus exportés par le Sri Lanka. Et certains pensent que ça améliore même les performances cognitives, que ça aide la mémoire. Quand on pense à ce pays, on pense bien évidemment au thé, parce que c'est un des plus grands producteurs au monde de thé. Ça représente plus de 10% du thé mondial. Est-ce que ça t'a marqué toute cette influence dans la cuisine, cette influence indienne? Oui, ça m'a marqué. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de saveurs, beaucoup d'épices. Alors, ce qui concerne la cannelle et la vanille aussi, puisqu'ils font de la vanille le Sri Lanka, c'est vrai que c'est assez marrant parce qu'il y a certaines épices comme la cannelle, la vanille, qui ne vont pas forcément beaucoup consommer dans leurs plats, etc. Elles sont pas forcément très représentées, ces épices-là. Mais c'est vrai que le Sri Lanka, pour le coup, est une terre fertile, donc ils ont énormément d'épices, de fruits aussi qu'ils exportent. Eux, dans leur consommation, dans les plats traditionnels, c'est vrai que c'est pas forcément hyper représenté, les légumes, les fruits, etc. Quand ils proposent aux touristes, effectivement, les denrées, il y a beaucoup de fruits pressés ou de milkshakes à base de leurs fruits. Mais je sais que eux sont pas forcément très consommateurs. Au niveau des plats, par contre, salés, effectivement, les épices, là, je me suis vraiment régalé parce qu'effectivement, il y a l'influence hindoue qui est très présente. Les currys sont plus ou moins épicés. Parfois, sont tellement épicés que t'as la bouche en feu, clairement. Ça m'est arrivé de me faire surprendre et là, pour le coup, il aurait fallu avoir une petite bombe de chantilly pour éteindre l'incendie. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant parce que effectivement, les currys sont très, très, très divers et variés. Et que ça soit donc dans le sud, t'as beaucoup de currys à base de poissons, fruits de mer forcément près des côtes. Le nord, beaucoup à base de viande, etc. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que, comme dans tous les pays que j'ai pu faire en Asie, selon les parties du pays que tu visites, ils ont des spécialités plus ou moins locales. Et donc, tu peux aussi varier les menus, ce qui pourrait être répétitif dans certains pays. Au Sri Lanka, pour le coup, tu as vraiment l'occasion de varier vraiment les plaisirs au fil du voyage, quoi.
Il faut que j'arrête d'enregistrer des épisodes autour de l'heure du déjeuner parce que c'est fatal. Mais tu vois, cette influence de l'Inde, elle s'est retrouvée aussi par rapport au nom du pays parce que donc on surnomme le Sri Lanka la perle de l'océan Indien, le joyau de culture et de nature. Et à un moment, ça s'appelait aussi la larme de l'Inde, de par sa forme et sa situation géographique au sud-est de l'Inde, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais en fait, il y a aucune raison d'être triste parce que c'est un pays magnifique. Tu expliques qu'il y a des paysages de folie, donc on n'aura pas le temps de parler de tous les paysages que tu as vus, mais en tout cas, tu as des photos d'ailleurs magnifiques sur ton compte. Peut-être terminer sur ce côté diversité incroyable en termes de paysages, avec à la fois ce côté île tropicale où il va y avoir des plages sublimes, ce côté jungle luxuriante, et aussi cette faune et cette flore qui sont très présentes où on peut aller faire des safaris avec des léopards, des éléphants, enfin voilà, c'est une richesse absolue. J'avais déjà vu passer des images, mais c'est vrai que comme tu l'expliquais au début, c'est pas une destination qu'on voit autant que par exemple le Vietnam, le Japon et ainsi de suite. Et la diversité des paysages est vraiment incroyable. Oui, et puis ce deuxième voyage au Sri Lanka l'été dernier a été l'occasion pour moi de vraiment explorer toutes les parties qu'on n'avait pas eu le temps de faire la première fois, qui étaient même pas au programme parce que faute de temps, on ne pouvait pas tout faire non plus. Et j'ai vraiment pris le temps cette fois-ci de vraiment sillonner en tout le Sri Lanka, que ça soit toute la partie nord-ouest qui est moins visitée des touristes. Et alors là, pour le coup, ce qui m'a fasciné, c'est que t'es dans le désert. C'est des paysages arides, très très blancs, avec des ânes sauvages absolument partout. Quand tu passes sur la côte est, de l'autre côté, t'as une eau couleur cristalline, tu croirais aux Caraïbes, et l'eau est absolument transparente, bleu ciel, c'est des piscines naturelles, c'est fascinant. Quand t'es dans le centre du pays, effectivement, c'est très très vert, c'est beaucoup plus humide. D'ailleurs, une ville qui s'appelle Nouraya Eliya, alors, c'est les restes de l'influence coloniale britannique. Tu le croirais vraiment, pour le coup, au Royaume-Uni, parce que t'as des cottages, t'as des terrains de golf, ils font le high tea, donc les gens vont bruncher, vont prendre leur tea time au Sri Lanka. Alors, attention, c'est très cher, donc c'est vrai que c'est pour les touristes beaucoup, hein. J'ai vu peu de Sri Lankais, à moins que quelques familles aisées, mais c'est plus pour les touristes, mais disons que c'est assez étonnant. Et quand tu vas dans le sud du Sri Lanka, t'as là pour le coup les plages un petit peu paradisiaques avec les spots de surfeurs, etc. Et la partie complètement au sud-est, là, c'est très 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 jungle, et c'est d'ailleurs là où sont les basés certains gros safaris pour faire des safaris pour voir les léopards, les éléphants sauvages, etc. Et pour le coup, j'ai pas fait de safari parce que moi je suis très sur le respect de l'animal, je fais très attention à ces activités qui concernent des animaux. J'ai pas eu l'assurance en fait que les jeeps, je les ai vues nombreuses partir. J'ai pas eu l'assurance qu'elles étaient dans un respect total des animaux, donc j'ai préféré pas le faire. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai loué un scooter. Et en fait, sur toute la route qui mène à l'entrée du safari, il faut savoir qu'au Sri Lanka, ils ont eu de gros problèmes avec les éléphants sauvages. Il y a aussi le côté où les éléphants, bon, on va pas rentrer dans tous ces détails, c'est compliqué, mais entre guillemets, ils ne trouvent plus de nourriture suffisante dans leur habitat naturel, donc ils se sont mis à venir près des villages. Et donc, forcément, la cohabitation avec l'homme a été compliquée. Et donc, le Sri Lanka, petit à petit, a mis en place des barrières pour les repousser et contenir les éléphants dans les parcs nationaux. Donc, entre les villages et l'entrée des parcs nationaux, il y a de grandes étendues qui sont à chaque fois un petit peu barbelées pour contenir les éléphants. Mais moi, sur mon scooter, entre le village et l'entrée du parc national, j'ai quand même pu observer des crocodiles, des singes, bon, pas de léopards, fort heureusement, mais j'ai des paons, toutes sortes d'oiseaux, plein d'animaux sauvages dans leur habitat naturel gratuitement. Donc, pour dire qu'au Sri Lanka, il y a aussi cette possibilité de faire un safari, entre guillemets, en scooter, en vélo. Bon, après, il faudrait pas croiser un léopard ou un éléphant sauvage parce que je pense que ça serait tout de suite compliqué. Mais pour dire que il y a des alternatives aussi pour celles et ceux qui voyagent avec des valeurs et qui ne voudraient pas participer à ces activités avec les animaux. Elles peuvent être parfois bien encadrées. Mais c'est vrai que pour le coup, il faut faire attention à la période où vous y allez parce que quand c'est la haute saison du safari, malheureusement, il y a beaucoup trop de jeeps. Et même si ça part d'un bon sentiment, hein, du touriste de vouloir voir les éléphants, bah, la multiplication des jeeps font que malheureusement l'animal est stressé, quoi. Donc faut y penser aussi quand on veut faire ce genre d'activité, de pas faire tout pour son propre plaisir. Il faut penser à l'animal aussi. Oui, et c'est bien que tu le rappelles. Et voilà, on parlait de pas trop se préparer avant un voyage, mais ça mériterait peut-être effectivement de creuser le sujet si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, de vous renseigner sur comment sont traités les animaux, suivant l'organisme que vous allez choisir. Et petit fun fact sur les éléphants, justement, en fait, chaque année à la saison sèche, il y a plus de 7000 éléphants d'Asie qui se rendent jusqu'à une étendue d'eau boueuse du parc national Mineria. Et c'est un des plus grands et plus importants regroupements naturels d'éléphants au monde.
Non mais 7000 éléphants qui se déplacent, ça doit être juste incroyable, hein. C'est marrant que t'en parles parce que j'étais en plein dans cette période-là. Donc forcément, ma tentation était énorme d'aller voir ça. Et c'est justement là où bah, l'affluence des jeeps est la plus forte, forcément. Donc voilà, je me suis dit, aujourd'hui, si tu veux, j'accepte aussi que dans ma vie de voyageur, je ne verrai pas tout et c'est OK. Même si forcément, ça doit être incroyable. Voilà, question de valeur. C'est la fameuse FOMO, la fear of missing out, la peur de louper quelque chose. Et est-ce que tu penses que Ouais. tu vas retourner un jour au Sri Lanka? Oui, j'en suis convaincu. Je pense pas tout de suite parce qu'effectivement, j'y suis allé l'été dernier. Mon ami Soumit a eu des jumeaux en plus, donc forcément, c'est hyper tentant pour moi. Sa femme était enceinte quand je suis retourné l'été dernier. Depuis la naissance des jumeaux, j'ai des photos presque tous les jours et ça me brûle de repartir au Sri Lanka. Surtout que Nicolas, lui, n'est pas venu avec moi. Il m'a fait le plaisir, encore une fois, l'honneur de me renvoyer au Sri Lanka et de me laisser vivre cette aventure seul parce qu'il avait compris à quel point c'était une quête personnelle. Je sais que lui aussi rêve de retourner au Sri Lanka puisqu'on a vraiment aimé ce voyage-là. Donc oui, il est évident qu'un jour, Soumit nous verra débarquer devant chez lui, lui faisant la surprise pour rencontrer ses jumeaux. C'est évident. Ben, je te le souhaite. Et puis, j'ai hâte de découvrir ça le jour où ça arrivera, parce que j'imagine toute l'émotion qui en découlera. Et toute cette idée de cheminement, pour terminer, c'est vrai que on aurait pu parler, je pense, encore des heures de toute ton aventure dans ce pays. Donc il y a toute cette idée de cheminement et pour continuer dans cette quête, en fait, tu as décidé de te lancer en 2021 sur le chemin de Compostelle où en 44 jours sur le GR65, tu as parcouru 1000 kilomètres. Tu avais cette idée de voyager autrement, de ralentir vraiment ce slow travel. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé? Je pense que les gens, voilà, commencent un petit peu à te cerner, à comprendre qui tu es, mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu t'es lancé dans ce chemin? Alors déjà, j'ai fait 2 fois le chemin de Compostelle. Le premier, c'était en 2021, et celui-là, je l'ai expliqué plus haut, c'est que je l'ai fait sans partager sur mes réseaux parce que j'avais besoin de me reconstruire. J'avais un trauma, forcément, lié à cet accident, et je ne savais pas à ce moment-là si j'étais capable physiquement de faire une aventure pareille, quoi. Donc, je suis parti sur le chemin de Compostelle vraiment en mode reconstruction. Et c'est aussi là d'ailleurs où j'ai vraiment pris conscience à quel point le médecin m'avait sauvé, à quel point la gratitude que j'avais en moi, si tu veux, a ressurgi puissance 1000 à ce moment-là. Et quand je suis rentré de ce premier chemin, donc qui avait duré 32 jours, celui-là à l'époque, j'avais fait 750 kilomètres. Je suis rentré, j'ai dit à Nicolas, je veux repartir au Sri Lanka, dire merci, c'est vital pour moi de le faire. Ensuite, ce chemin de Compostelle, je l'ai refait une deuxième fois cette année. Je suis parti 44 jours cette fois-ci, effectivement 1000 kilomètres pour traverser la France. Et c'est marrant parce que j'aurais jamais cru dire ça un jour, parce que déjà faire une fois Compostelle, c'est cool, c'est physique. Mais alors moi qui suis pas un grand randonneur, j'aurais jamais pensé que 3 ans après, j'y sois encore. Et en fait, il faut savoir que le chemin de Compostelle, c'est vrai qu'il y a un côté, au-delà de la randonnée de l'effort physique, il y a un côté très spirituel. Il y a un côté très introspectif. Moi, je marche seul, je pars au petit matin et je marche toujours seul, même si j'aime bien rencontrer les pèlerins le soir dans les gîtes. C'est vrai que je prends le temps vraiment d'être dans ma bulle, en fait. C'est vraiment une parenthèse et c'est OK. Il faut savoir que Compostelle, on est clairement dans une parenthèse. Je l'appelle ça une sphère spatio-temporelle où on est en marge un petit peu de la société quelque temps, on laisse ses problèmes de côté, on marche. La marche a vraiment un côté thérapeutique très très puissant. Le fait de prendre le temps d'écouter. Moi, je marche sans écouteurs, sans musique, sans podcast. Je marche en pleine conscience. Donc, j'écoute absolument tout ce qui se passe. Je mesure mes pas, je mesure ma respiration, je regarde ce qui se passe autour de moi. Et c'est vrai que d'être dans cette pleine conscience, il y a un côté très méditatif. Et c'est vrai que ça m'a vraiment, encore une fois, ressourcé profondément de l'intérieur. Et c'est vrai que Compostelle, je l'assimile aujourd'hui comme cette, entre guillemets, antidépresseur ou ce médicament qui me permet, quand j'en ressens le besoin, de vider les batteries. Là, pour le coup, je l'ai fait parce que je venais de sortir La France en 4L, qui est un livre de 300 pages que j'ai écrit tout l'hiver dernier. J'ai passé 9 mois sur les finitions. Il faut savoir que ce livre m'a pris 4 ans. Et les 9 derniers mois ont été les 9 mois où j'ai absolument tout relu, maquetté, mis en page, cherché les partenaires pour l'imprimer en France, etc. Donc ça a été un gros travail. Et au bout de 9 mois, quand le livre est sorti, j'étais vidé complètement d'avoir fait tout ce travail-là de façon intense. Et donc ce deuxième Compostelle, si tu veux, m'a permis de me ressourcer. Mais effectivement, pour revenir à notre sujet, ce cheminement, ce mouvement est vraiment né de tous ces voyages-là où j'ai compris à quel point d'être en mouvement aussi,
c'est un moyen puissant de se ressourcer, de se vider la tête, d'apprendre. Tu vois, par exemple, Compostelle, alors le premier, il y avait un côté très introspectif et très pansement, entre guillemets, pour me reconstruire physiquement, etc. Et on était en plus dans une période particulière puisqu'on sortait de la pandémie, on sortait du confinement, et les pèlerins que j'avais rentrés à l'époque étaient très dans il y avait, je pense, une forme de besoin urgent de se vider la tête, quoi, vu ce qu'on avait vécu. Cette fois-ci, si tu veux, c'était un petit peu différent. Je me suis rendu compte qu'il y avait des randonneurs du dimanche, on va dire, des gens qui n'étaient pas forcément aguerris à l'exercice, et donc qui avaient des exigences qui étaient un petit peu étonnantes pour un chemin de Compostelle. Et c'est aussi d'ailleurs dans ces moments-là, quand on parle avec les autres, qu'on se rend compte de son propre chemin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce deuxième Compostelle m'a permis de me rendre compte que par rapport au Julien que j'étais en 2021 sur le premier, j'étais plus le même Julien cette fois-ci. Et donc, il faut pas non plus être dans le jugement à se dire moi j'ai tout compris, eux n'ont rien compris. J'essaye de pas être dans le jugement, mais c'est vrai que parfois il y a un décalage qui s'opère où je me suis rendu compte que moi en tant que voyageur aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre certaines choses. Je vais pas dire supporter, c'est un grand mot parce que ces gens-là, je les ai croisés le temps d'une soirée, deux soirées, trois soirées. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il y a des comportements que je comprenais plus. Donc plutôt que d'être dans le jugement, comme là au micro de ton podcast, j'essaie d'être dans la pédagogie, d'expliquer comment moi je vois les choses, pourquoi je pense comme ça, qu'est-ce que j'ai pu vivre qui m'a fait penser comme ça. Et parfois je me dis si ça peut planter une graine dans la tête de ces gens-là, peut-être que la fois d'après, eux aussi arrêteront d'être cons. C'est ça qui est intéressant dans la vie finalement. Je me dis, tu vois, on a tous peur de vieillir. Mais moi, je me dis, si j'arrive en fin de vie, entre guillemets, à une certaine forme de sagesse ou d'apaisement, je crois que c'est un peu le but de la vie, quoi. C'est d'être moins con à l'arrivée. On part tous avec pas mal d'idées préconçues, puis à l'arrivée, il faut que le potager soit plus vert, quoi. Voilà. Vraiment, tes citations, je les reposterai parce que j'adore. Merci pour Punchline. ça. Exactement. Et c'est intéressant aussi que tu dises, des fois, il y a des comportements qui peut-être susciter certaines émotions chez toi. Et j'aime bien cette idée, je sais pas si t'es familier avec ça, cette idée de miroir où se dire, bon, tel comportement vient un petit peu me chercher encore, donc j'ai peut-être du chemin à faire justement encore sur cette idée-là ou sur ce concept-là. Donc c'est intéressant de voir que le fait que tu aies fait ce chemin une deuxième fois, voilà, ça te permet de voir un petit peu ton évolution et la construction de, je crois que tu le mentionnais sur ton compte, ce nouveau toi, en fait, qui se Ouais. façonne jour après jour. Ouais, puis il faut aussi se dire que quand je te parle de choses qui ont pu me heurter dans les comportements, il faut aussi se dire, ah tiens, mais pourquoi ça vient me titiller? Parce que finalement, si ça vient me titiller, c'est qu'il y a peut-être quelque chose où j'ai pas encore tout à fait, moi, terminé le travail non plus. Parce que c'est facile de juger, mais c'est aussi de se dire, tiens, là, ça me titille, mais pourquoi? Et c'est aussi dans la réponse qu'on apporte. Parce que parfois, il m'est arrivé sur ce deuxième chemin, parfois, c'est sûrement lié à la fatigue physique et morale, parce que Compostelle, c'est quand même un peu physique, hein, on va pas se mentir. Mais parfois, j'ai eu un répondant un petit peu dans l'émotion qui a du coup peut-être suscité de l'agressivité en retour. Alors que parfois, pour la même situation, en prenant un peu de hauteur et en ayant le tact, ça peut désamorcer tout de suite la chose. Donc voilà, c'est pour ça que... Mais ça, vraiment, cette façon de penser et cette façon de me comporter, je pense sincèrement que c'est le voyage qui me l'a apporté. J'ai pas toujours été comme ça. D'ailleurs, que je parlais de Bali, Bali, je l'appelle le voyage initiatique. D'ailleurs, je sortirai un récit sur Bali parce que je vois bien à quel point ce premier voyage-là, c'était entre guillemets le point de bascule. Je suis rentré de Bali très, très, très différent. Ça a duré 3 semaines, 15 jours, 3 semaines. C'était un premier pas vers un voyage en sac à dos. Je crois que c'était notre premier voyage en sac à dos. On avait 33 ans, donc tu vois, c'est arrivé tard chez moi. Mais Bali, clairement, ça a été un point de bascule. Je suis parti tellement bête et je suis rentré un tout petit peu moins bête et je me suis dit, t'as vraiment du chemin à faire, mon gars, en fait. Et c'est vrai que le voyage aujourd'hui, j'ai une immense gratitude parce que je me rends compte à quel point m'a permis de lâcher prise, m'a permis de me remettre énormément en question et c'est pas fini, hein, tu vois. Aujourd'hui, j'ai 38 ans et je sais que 39, oh là là, 39 ans, je sais que c'est pas fini. Je pense que les prochains voyages seront très très différent des précédents et c'est ça qui est cool, c'est que finalement le voyage c'est un chemin, c'est le chemin de vie et c'est hyper intéressant de surtout comprendre nos erreurs, se remettre en question et d'évoluer quoi. Et tu parlais du fait que c'est quand même très physique. Est-ce que tu as eu parce que là on parle un petit peu pas des difficultés, mais des challenges que tu as eu au quotidien sur ce chemin. Donc c'était, voilà, quand tu avais des rencontres qui venaient un petit peu te chercher ou... Est-ce que, outre l'aspect physique, tu as eu des difficultés dans ce chemin? Alors pour le coup Compostelle, ce qui est un peu compliqué si tu veux, la première fois que je l'ai fait, je suis parti vraiment sans rien préparer. Vraiment, je suis cette personne aujourd'hui, je pars sans préparer. J'avais eu entre guillemets de la chance puisqu'on sortait de la pandémie et les gîtes étaient absolument vides. Donc j'ai pas eu de difficulté pour trouver des places. Cette fois-ci,
je me rends compte qu'il y a un effet de mode. Malheureusement, sur le GR65, il y a un effet de mode, surtout la voie du Puy-en-Velay à Conques, Puy-en-Velay, Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, les hébergements étaient assez complets. Et donc, ça m'a obligé à un petit peu anticiper les réservations. Là où j'aime pas le conseiller aux gens, parce que pour le coup, en général, ce qui est préférable de conseiller aux gens, c'est de se laisser porter par le chemin et de prendre ce que le chemin nous apporte, parce que c'est là où il se passe les vraies choses. Là, pour le coup, pour pas être, moi, j'aime pas être sur mon téléphone quand je suis en voyage. Bah, c'est un petit peu antinomique avec le côté blogueur voyage, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai du mal à être sur mon téléphone quand je suis en voyage. Donc, pour pas être des demi-journées sur mon téléphone à chercher un gîte ou dormir le soir, j'ai anticipé. Le fait d'anticiper, ça a eu son revers de médaille quand je me suis coltiné un petit groupe de pèlerins qui n'étaient pas forcément respectueux, qui n'étaient pas forcément le pèlerin qu'on attendrait dans ce genre de situation, qui avait des exigences un petit peu déplacées, mais je pense qu'ils l'ont compris quand on en a parlé. Et donc, bah, le fait d'avoir anticipé, je me suis retrouvé à dormir 3, 4 soirs de suite avec les mêmes pèlerins. Donc quand c'est un petit peu tendu, et c'est vrai que je l'ai expliqué sur mes stories, je l'ai partagé en live, ça m'a heurté parce que quand tu pars sur Compostelle ou quand tu pars dans un voyage solo introspectif, t'es pas là pour ça, t'es pas là pour prendre du négatif. Et donc j'ai eu un petit peu de décontenance, je sais pas si ça existe ce mot, mais en tout cas ça m'a un petit peu heurté d'être, de prendre du négatif là où j'avais rien cherché en fait. Donc voilà, j'ai des bonnes jambes, j'aurais pu faire le pas d'anticiper, de faire 2 étapes en une pour prendre les devants, mais si tu veux, je voulais pas manquer de respect aux hébergeurs qui avaient bloqué les nuits pour moi, donc j'ai tenu le programme et j'ai pris sur moi tout simplement. Les jours qu'on suit, j'ai désamorcé le truc. Il faut pas oublier que Compostelle, certes, il y a la marche, mais il y a aussi le côté vie en communauté le soir. Donc là, on se retrouve dans une vie en communauté avec tous les problèmes que ça peut comporter. On est toutes et tous très différents. Toutes les générations sont mélangées. Donc c'est vrai qu'à table, il y a des discussions parfois ou des tempéraments, tu vois, qui vont se révéler, des gens qui ont plus de facilité à parler, qui vont prendre le dessus. Mais ça, c'est un peu comme dans les team building, dans les entreprises. Il y a toujours des caractères qui se révèlent comme ça. Donc pour celles ceux qui voudraient être totalement tranquilles sur Compostelle, eh ben, il y a le bivouac. C'est là où je veux aller dans les années à venir, c'est de m'équiper pour partir beaucoup plus en randonnée, en bivouac, pour être vraiment indépendant. Parce que quand je vais chercher cette solitude nécessaire, ce silence, je pense qu'il n'y a plus que le bivouac aujourd'hui qui me l'apporterait vraiment. La vie en communauté, la vie en gîte, c'est sympa, mais c'est vrai que pour le coup, parfois, ça a pu effectivement me gâcher un petit peu le plaisir. Le bénéfice de la marche de la journée est un petit peu gâché par les écueils du soir dans les gîtes. Parfois. Je vois, et c'est vrai que j'aurais peut-être pu le préciser au début, parce que maintenant, comme tu le dis, ça a tendance à se populariser un petit peu ce chemin de Compostelle, mais à rappeler que au départ, c'est quand même un pèlerinage chrétien, millénaire, donc vers la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne. Il y a différents itinéraires, la longueur elle est variable selon le point de départ, et voilà, il y a des gens qui partent avec un objectif spirituel, d'autres un objectif plus personnel ou simplement touristique. Et voilà, comme tu l'expliques, il peut y avoir tout un panel de participants à ce chemin qui va varier suivant tes rencontres. Donc voilà, c'était la petite parenthèse pour expliquer que même, tu vois, je pense que depuis la sortie du livre de Maud Ankawa sur un de ces personnages qui donc entreprend de faire le chemin qui s'appelle Plus jamais sans moi, voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui se sont dit « Ah génial, je vais le faire » et peut-être perdre un petit peu la raison principale, en fait, est plus de dire « Ah, ben c'est un truc touristique, tout le monde le fait. » Non, c'est toi, t'as vraiment été appelé pour le faire. C'était vraiment, encore une fois, un cheminement personnel et une quête personnelle. Oui, après, tu vois, qu'on soit chrétien ou pas, parce que pour le coup, historiquement, c'est vrai que c'est un pèlerinage chrétien au Moyen-Âge. Aujourd'hui, franchement, on sent plus du tout ça. Mais quand je parle de spiritualité, c'est vraiment pas le côté religion auquel je fais allusion, c'est vraiment le côté introspection auquel je fais allusion. Donc c'est vrai qu'on m'a posé la question, ah mais moi je suis pas croyant, ah mais moi je suis pas, c'est pas très grave. En fait, ce qui compte, c'est d'être juste connecté à ses émotions, être dans une forme de méditation, de chercher le silence. Mais c'est vrai que, bon, moi dans Kawa, mais je pense aussi à d'autres qui ont pu le faire. Et puis les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est la partie, le Puy-en-Velay-Con qui est très très jolie. Mais c'est vrai que pour le coup, ça a aussi attiré des gens qui sont pas enfin, au-delà d'être des randonneurs, qui sont pas dans la recherche de la spiritualité, qui sont juste là pour le côté waouh. Et parfois, tu vois, par exemple, alors sur Puy-en-Velay-Conques, c'est assez waouh, effectivement. Puis après, quand on arrive dans le Gers où c'est des champs de maïs, bah, c'est un peu moins waouh, mais c'est aussi le chemin. Et c'est ça qui est hyper intéressant à comprendre, c'est que si on veut être dans la vérité, dans le vrai chemin, il faut accepter, et c'est d'ailleurs pareil quand on est en voyage, hein. Moi par exemple, alors le Sri Lanka, j'ai rarement eu l'effet pas waouh, mais il y a des pays, par exemple au Vietnam, pourtant le Vietnam c'est quand même hyper touristique, mais nous on a eu le temps, on a passé 2 mois au Vietnam, on a eu le temps de voir pas mal du Vietnam, tout n'est pas waouh et c'est ok.
Et c'est vrai que quand j'entends les gens parler sur le chemin, ils arrivent au Gers, ils sont souvent déçus par ces champs de maïs à perte de vue, c'est vrai, mais ça fait partie du chemin. Et c'est justement dans la partie la moins waouh que l'introspection est la plus forte. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est quand on est happé par les beaux paysages, oui, pour les photos, pour les vidéos, c'est sympathique. Mais moi, j'ai remarqué que c'est pas forcément là où l'introspection va être la plus forte. Mais quand tu as 25 kilomètres à faire sur du plat, en traversant un champ de maïs, où il y a que des champs de maïs et que t'as rien d'autre autour, bah là, tu penses avec toi et toi-même. Et c'est justement là où la petite voix intérieure, cette remise en question qui fait tant de bien arrive. Donc c'est pour ça que après le GR65, c'est la voie la plus connue, mais ceux qui veulent faire Compostelle, il y a plein de voies en France. Il y en a quatre, je crois, principales, qui partent un petit peu de partout dans le pays. Donc, il y a des moyens aussi de faire ce cheminement sur des chemins alternatifs où il y a certes un petit peu moins d'hébergement et moins de facilité, mais il y a possibilité de le faire si on veut s'écarter du... Et aussi la période, hein. On peut partir très tôt dans la saison ou très tard dans la saison. C'est sûr que si on part sur juillet-août, enfin non, d'ailleurs juillet-août, non, il fait très chaud, mais si on part entre mai-juin, c'est sûr que l'affluence sera plus forte. Donc après, voilà, chacun peut s'organiser pour bénéficier du bénéfice du chemin sans trop d'affluence, quoi. Et tu parlais de cette petite voix intérieure, est-ce que c'était pas challenging parfois, justement, ce silence constamment de... En plus, comme tu expliques, je trouve ça tellement admirable de se dire, tu mettais pas de musique, pas de podcast, t'étais vraiment toi avec toi. Et c'était pas challenging parfois, justement, cette solitude? Non, parce que pour le coup, j'ai remarqué pour l'avoir fait deux fois que quand on enlève le bruit, et bien, en fait, il reste l'essentiel. Et parfois, tu vois, si je suis parti, franchement, j'ai croisé peu de gens qui disent, bon, on part faire Compostelle pour le kiff. Souvent, les gens qui font Compostelle, quand je dis Compostelle, c'est faire tout le tronçon français ou tout le tronçon espagnol ou les deux d'un coup. Moi, j'ai fait 1000 bornes parce que j'ai fait les petites variantes Rocamadour et la Voie du Célé. Donc, entre le Puy-en-Velay et Saint-Jean-Pied-de-Port, ça représentait 1000 kilomètres sur la partie française. Il reste encore la partie espagnole que je garde pour plus tard. Si tu veux, les gens partent pas pour se dire waouh, je vais marcher 1000 km, 2000 km, 3000 km pour le plaisir. Donc il y a forcément une raison forte. Moi, dans ma vie de tous les jours, comme tout le monde, c'est vrai qu'il y a du bruit, il y a des notifications, il y a des mails, il y a des projets pro, il y a ma vie du quotidien, il y a ma routine ici, les courses, la voiture, la maison, je vis à la campagne. Donc tout ça, ça fait partie de la vie, mais c'est un peu parasitaire en fait. Et tout d'un coup, quand tu te trouves dans cette bulle, donc j'ai conscience que c'est une parenthèse qu'on s'accorde, Maud Ankawa le dit très bien dans son livre, c'est une bulle. Elle, pareil, quand elle parle aujourd'hui dans les podcasts, elle explique bien à quel point il y a son quotidien. Et parfois, il y a ce besoin de se recentrer sur elle-même où elle sait que cette bulle sera un super vecteur. Compostelle, si tu veux, ça te permet de vraiment mettre à plat les questions existentielles. Parfois, dans la vie, on a besoin de se poser des vraies questions. Est-ce que je suis encore aligné avec qui je suis, avec ce que je veux vivre? Est-ce que je suis aligné dans mon couple, avec ce que je veux vivre? Est-ce qu'on part dans la même direction? Est-ce qu'au niveau professionnel, les projets que je mène ont du sens? Et donc, je pense que parfois, c'est hyper important d'avoir des espaces comme ça où on peut se poser les vraies questions. Il y a des gens qui partent sur Compostelle, ils sont en instance de divorce. Ils partent au Puy-en-Velay. J'ai croisé par exemple cette année une pèlerine qui me disait, je sens que c'est ce qu'il faut que je fasse. Je l'ai recroisé à la fin du pèlerinage et je lui dis, alors, est-ce que ce chemin, oui, je rentre, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse. Donc, bon, c'est entre guillemets triste, mais si tu veux, elle a marché en se posant les bonnes questions, j'imagine, puisqu'elle est partie en se disant peut-être qu'il faut que j'en arrive là dans ma vie aujourd'hui. Et elle est rentrée chez elle sûrement en faisant ce qu'il fallait pour aller au bout. J'ai croisé une pèlerine cette année qui était en froid avec sa sœur au début du pèlerinage. Elle a été très touchée de mon parcours et c'est vrai que moi sur ce chemin-là j'ai fait des vidéos aussi où j'ai un petit peu plus dévoilé de mon parcours en tant que personne. J'ai un peu parlé de mon enfance, de ma relation avec mes parents compliquée, etc. Et elle a été très touchée notamment de la lettre que j'ai adressée à ma mère sur ce chemin et elle a eu le courage de prendre sa plume pour écrire une lettre à sa sœur avec laquelle elle est fâchée. Et elle m'a dit, tu m'as beaucoup touché Julien d'avoir posé ces mots et ce ton sur cette relation compliquée et tu m'as donné la force et le courage de faire pareil avec ma sœur. Et donc tu vois, c'est-à-dire que Compostelle, parfois quand on enlève le bruit, on se pose les vraies questions et ça peut permettre de démêler des situations qui semblent inextricables, même si parfois, malheureusement, c'est pour aller vers un divorce ou vers une rupture professionnelle. Parfois, c'est important dans la vie de se mettre des gros coups de pied comme ça pour rebondir. Et moi, je me dis que Compostelle, je vois ça comme une pulsion de vie. Même si on part toutes et tous avec un lourd bagage au départ, souvent à l'arrivée, on a allégé les épaules et on rentre beaucoup plus léger chez soi. Est-ce que toi, tu es rentré plus léger justement cette deuxième fois? Oui, je suis rentré beaucoup plus léger cette deuxième fois. Après, la routine reprend son cours. Mais oui, je suis rentré comme la première fois, par exemple, je suis parti avec cette question de tour du monde qui était en suspens. Et j'ai fini par rentrer en me disant, aujourd'hui, j'ai besoin d'un camp de base. Partir, c'est bien, mais savoir où rentrer, c'est mieux. C'est ce qu'on a fait avec mon mari. On a acheté un camp de base à la campagne parce qu'effectivement, on partait. Quand on rentrait, on n'avait plus nulle part où rentrer.
Cette deuxième fois, je suis parti avec d'autres questions à résoudre. Alors, toutes les questions n'ont pas été résolues, mais en tout cas, je suis rentré avec de nouvelles perspectives, et pro et perso, et je trouve que c'est hyper important. Alors après, il y a des personnes qui vont arriver à faire ça dans leur quotidien en méditant. Moi, c'est vrai que j'ai besoin de sortir du cadre quelque temps pour me poser des questions différemment. Voilà. C'est une question de prisme, en fait, c'est changer de prisme. Et changer de prisme, ça me fait la transition. Merci pour quand même évoquer, avant qu'on termine, cette traversée de la France en 4L, parce que vraiment, encore une fois, je me répète, mais on est aussi dans cette idée de chemin. Tu as cheminé sur cette idée de voyager différemment. Et avec ton mari, vous vous êtes dit, bon, ben, on avait ce tour du monde en tête, mais au final, la France, on la connaît pas si bien que ça. Et c'est, j'imagine, ce qui vous a boosté aussi pour traverser la France. Vous avez découvert près de 19 régions, 300 lieux visités, 120 spécialités locales. Vous avez fait plus de 13 000 kilomètres sur les routes pour voilà changer un petit peu cette façon de voyager. Et je vous rejoins complètement là-dessus parce que certes, j'ai beaucoup voyagé à l'étranger, mais en fait, j'ai honte parce que je connais très très mal la France. Je n'ai pas été dans beaucoup d'endroits et c'est vrai que ça reste un petit peu à se dire oui, on va chercher un dépaysement super loin, alors qu'en fait, le dépaysement, il peut être très proche et c'est ce que tu essaies de raconter, j'ai l'impression, à travers ce livre. Donc peut-être, pour terminer, nous expliquer pourquoi avoir choisi de traverser la France en 4L spécifiquement. Tu l'as bien résumé, le point de départ, c'est vraiment cette prise de conscience qu'on était en train de partir pour un tour du monde qui devait durer 2 ans, traverser 24 pays, ce qui était très ambitieux encore une fois, et connaître si mal notre propre pays, la France. Alors, certes, en 2020, on n'a pas eu le choix que de ramener notre envie d'exotisme à un niveau local, parce que pandémie oblige. Donc ça a été forcément un petit peu dicté par la pandémie qui nous a pas laissé le choix entre guillemets, mais encore une fois, d'une épreuve, d'un coup d'arrêt brutal, on en a fait une force de dire on va pas rester à l'arrêt, on va repartir à l'aventure comme on va pouvoir le faire. On a profité du premier déconfinement pour le faire jusqu'au deuxième confinement. Alors pourquoi la 4L? Tout simplement parce qu'encore une fois, on essaie d'être cohérent dans nos aventures. On s'est dit, quitte à faire un road trip français, autant le faire au volant d'une voiture emblématique française. Et donc la 4L, ma grand-mère Georgette, qui nous a quittés malheureusement, en a eu une. Et c'est vrai que je garde des souvenirs de cette voiture quand on partait le long du Rhône se balader. Ça m'a vraiment marqué, la 4L. Et donc quand il y a eu la question de ce road trip, je suggère à Nicolas, tiens, et si on achetait une 4L pour faire le tour de France? Elle a un côté sympa, la 4L, puis elle va nous forcer à prendre les chemins de traverse, les routes de campagne, etc. Et donc on trouve cette 4L, qui était en très très bon état. Simone, on l'a prénommée Simone. Alors ça, c'est un petit sondage qu'on avait sur nos réseaux sociaux pour prénommer la 4L symboliquement. Et c'est vrai que les Simone dans l'histoire sont des femmes fortes, des femmes puissantes. Simone Veil, Simone de Beauvoir notamment. Et donc, on est parti faire ce road trip français, 13 000 kilomètres, Corse incluse. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'à la base, je partais vraiment sur l'idée de découvrir mon propre pays. Il n'y avait pas autre chose qui était conscientisé plus que ça. Et je me suis rendu compte, à l'époque dans laquelle on vit, qu'on parle beaucoup de différence, de mixité, de rejet de l'autre, etc. Mais qu'au sein même de notre propre pays, sans aller chercher des origines étrangères, on est déjà tous très très différents. Un Corse n'est pas un Breton n'est pas un Basque n'est pas un Auvergnat. Je me dis, c'est hyper intéressant cette notion-là, cette approche-là, parce qu'en fait, on est tous très très différents. Et j'ai trouvé ça fascinant que ces régionalismes sont très très marqués, que ce soit la gastronomie, que ce soit le patrimoine, l'architecture, que ce soit la nature aussi. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de raconter ça dans un livre pour que dans ce livre-là, il y ait tout, il y ait un condensé de tout ce qui fait la France. Et c'est vrai qu'en faisant ce livre, je me suis dit, c'est un peu ma déclaration d'amour à mon propre pays. Je me suis dit, voilà, moi je suis français sans être chauvin, hein, mais je suis français, je suis fier d'être français, je l'ai souvent dit sur mes réseaux sociaux. À une époque, dire qu'on était fier d'être français, c'était un peu vu comme une insulte sur les réseaux, comme une honte. On me l'a dit parfois, je citerai pas de nom, mais on m'a dit sur mes réseaux, bon, ok, que tu sois français, ok, mais de là à dire que tu sois fier d'être français. Et ben si, je suis fier d'être français parce que au-delà de notre pays, de la beauté de notre pays, on est aussi un peuple de valeurs, on est aussi un peuple résilient, on est aussi un peuple accueillant, on fait ce qu'on peut. On est un peuple qui avons tellement de facilité. Le système français, il est ce qu'il est, il est pas parfait bien sûr, mais contrairement à d'autres pays, on a vraiment beaucoup de chance, quoi. Et donc, je trouve ça important de dire ce qui va pas, certes, mais de dire aussi ce qui va. Et je trouve qu'aujourd'hui, on oublie trop souvent ce qui va. Et donc, dans ma démarche de faire ce livre, c'est de dire ce qui va, quoi, de montrer que en France, ça va bien, il y a tout ça qui va bien. Et pour être cohérent avec le sujet, je l'ai fait imprimer en France, à Lille. Alors forcément, à l'arrivée, ça a impacté le prix. Donc il y a eu un côté pour moi un peu pédagogie à expliquer aux gens. Alors ok, ce livre coûte 50 euros pièce, mais derrière, c'est un artisan français qui le fait. Derrière, il n'y a pas de marge. Le but, c'était vraiment de transmettre. J'aurais pu le faire imprimer en Espagne, au Portugal ou en Tchéquie, mais je trouvais pas ça très cohérent par rapport au sujet.
Et d'ailleurs, ce livre a été très intéressé enfin, les maisons d'édition étaient très intéressées pour le sortir. Bon, question d'époque et de mode, ils privilégient la van life, le van. Mais au-delà de la 4L, dans mon livre, j'explique que ce road trip aurait pu être fait avec n'importe quel véhicule du quotidien. Donc j'ai fait un petit cahier pratique à la fin du livre où justement les gens peuvent retrouver les conseils pratiques pour construire un itinéraire, pour voyager de façon légère, quel équipement on emporte, comment on bivouac, quelles sont les règles en la matière en France. Voilà, donc j'essaie de faire en sorte que ce livre, il y a un côté pratico-pratique qui présente région par région un petit peu tout ce qu'il y a à voir, toutes les spécialités qu'on peut tester sur place, et aussi comment on peut éventuellement reproduire le même road trip avec son propre véhicule du quotidien pour partir facilement sur les routes de France, découvrir les spécificités, les singularités de nos régions de France. Et tu sais quoi, ça me fait penser à un livre, je le mettrai dans les ressources, je le partagerai sur le compte Instagram du podcast. C'est le traverser le monde à travers la France, où en fait, enfin, pardon pour le titre de l'ouvrage, mais où du coup tu vois, par exemple, c'est, il me semble, dans l'est de la France, t'as un endroit qui ressemble tellement au Cambodge. Voilà, tu vas au nord de la France, ça va faire penser à tel pays. Et en fait, ça te montre un petit peu qu'au final, en traversant la France, tu peux retrouver des endroits similaires à plein d'autres endroits dans le monde. Donc j'imagine que voilà, vous avez vu ça, vous êtes Oui. tombé sur des paysages magnifiques. Est-ce que tu disais aussi sur ce côté par rapport à la fierté d'être français, ça me fait un petit peu penser, tu vois, aux JO, où avant les JO, tout le monde critiquait, oui, ça va être une catastrophe, j'ai honte d'être français, je veux pas qu'on en parle. Au final, ça s'est super bien passé. Bon, après, c'est un débat, hein, mais ça s'est quand même très bien passé. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, d'un coup, se sont dit ah, mais si, en fait, je suis fière d'être français, c'est magnifique ce qu'on a fait. Et voilà, je trouve ça intéressant que tu rappelles qu'on a quand même de quoi être super fier avec encore une fois, voilà, ça fait un peu cheesy, mais un pays magnifique et qu'on gagnerait beaucoup à plus le découvrir. Donc, j'encourage les gens à découvrir ton livre et comme tu le dis, c'est peut-être un certain budget. Mais voilà, les fêtes vont bientôt arriver, ça peut faire un beau cadeau. Tu as partagé pas mal d'extraits sur ton compte. Il y a des photos magnifiques. Tu prends le temps, comme tu dis, d'expliquer un petit peu ces différences entre certains départements, toutes les découvertes que tu as pu faire, des conseils. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la van life, mais là, je trouve ça très chouette que vous ayez fait ça avec une voiture française. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, ils ressortent une nouvelle version de la 4L. On m'en parle beaucoup, mais c'est vrai qu'elle est très moderne, elle est, je crois, électrique même. Enfin, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que de cette aventure qui était à la base, alors ce véhicule, on l'avait acheté pour l'aventure. À la base, on s'est dit, on fait l'aventure, on le revend. Et en fait, Simone, c'est notre voiture du quotidien. On a gardé Simone, on roule toujours avec Simone. Et au-delà de l'aventure, c'est là où on parle de chemin. Et tu vois, j'essaie d'être cohérent dans ma vie de voyageur. C'est que cette aventure nous a carrément fait changer de prisme. On est campagnard. Là où on était citadin, on vivait à Paris à l'époque. On a gardé la Simone. On vit à la campagne. On a acheté à la campagne. Et c'est vrai que cette aventure nous a permis de découvrir la ruralité, mais vraiment, qu'on ne connaissait pas. Et en fait, on s'est rendu compte à quel point nos villages, c'est l'âme du pays, quoi. J'ai vécu à Paris. Paris, c'est fascinant parce que pour le coup, quand on n'a pas la chance de voyager, Paris, c'est un voyage. On peut manger un excellent coton rôti à Paris dans le 10e. Il y a la communauté sri-lankaise indienne qui est implantée. On peut manger d'excellents plats asiatiques à Paris. Ça remplace pas forcément de les manger au Vietnam ou au Cambodge. Mais en tout cas, on peut voyager à Paris. Mais pour le coup, la ruralité en France, je connaissais peu. Et cette aventure m'a carrément transformé. Aujourd'hui, je suis résident à la campagne, je roule en 4L, je suis le seul un de mes voisins à rouler en 4L, et pour dire que voilà, c'est pas juste cette aventure, on l'a pas fait juste pour Instagram, quoi. C'est pas juste on achète une 4L, on en met plein les yeux sur Instagram, on fait un livre. Non, aujourd'hui on roule avec la 4L, on l'a gardée, c'est notre voiture du quotidien, on a qu'elle. Là, elle sort du garage, tu vois, on la bichonne, hein, vraiment. Et c'est pour dire à quel point, voilà, cette aventure c'est un chemin, voilà, ça nous a fait évoluer dans notre chemin, et j'aurais jamais pensé acheter à la campagne, et voilà, c'est fait. Donc pour dire que le voyage, vraiment, quand on prend le temps de tirer les leçons que le voyage nous apporte, ça peut vraiment nous faire évoluer, quoi. C'est si beau, j'ai envie de conclure là-dessus en fait, parce que j'allais te demander si tu avais un petit mot pour la fin, pour les auditeurs et auditrices, peut-être si tu avais une leçon à partager. J'imagine que voilà, tu en as eu des centaines avec tous ces voyages et tous ces cheminements, mais si tu devais en retenir une seule. Oh, c'est difficile parce que je suis pas le mec des conseils. Enfin, c'est toujours compliqué, mais si j'ai quelque chose que je peux transmettre qui marche à tous les coups, c'est de se laisser porter, quoi. C'est d'arrêter de vouloir tout contrôler parce que quand on est dans le contrôle, finalement, on se ferme des portes inconsciemment. On pense être dans la maîtrise, mais finalement, on passe à côté de plein de belles choses.
Donc le conseil que j'ai envie de dire aux auditeurs qui nous écouteront, c'est de dire lâchez prise, partez sans idée préconçue, ne cherchez pas à tout verrouiller, regardez peut-être un peu l'itinéraire pour effectivement un petit peu cerner les zones où vous voulez passer en priorité, parce que j'imagine que c'est la temporalité qui conditionne un peu ça. Si les gens ont 15 jours de vacances, moi je pars 3 mois souvent par pays, mais forcément si on a 15 jours, 3 semaines de vacances, je peux comprendre qu'on veuille chercher à optimiser. Mais laissez-vous porter, quoi. Soyez ouverts aux autres, allez vers les autres. Voilà, soyez ouverts. C'est le plus beau conseil que je puisse donner. Et écrivez aussi, documentez. C'est hyper important parce que un jour viendra où vous prendrez plaisir à reprendre dans vos récits et ça permettra surtout de vous rendre compte du chemin parcouru, de vous rendre compte à quel point vous étiez à un instant T cette personne et plus du tout cette personne-là l'instant d'après. Donc voilà, documenter, c'est votre plus bel héritage. Merci Julien, franchement j'espère que Merci, l'audience Camille. aura eu comme moi les frissons tout au long de l'épisode et tu vois la vie est parfois bien faite parce que comme je te dis, hein, c'est pas pour te flatter ou quoi que ce soit, je me rappelle que j'avais vu voilà cette aventure et c'était impossible de te retrouver donc voilà, le destin fait bien les choses donc encore merci pour tout ça. Avec- J'imagine que si les gens veulent en savoir plus sur toi, ils peuvent aller sur ton compte Instagram pour se procurer donc ton livre La France en 4L. Tu vas rééditer, si j'ai bien compris, donc le premier récit sur le Sri Lanka. Faut que j'arrête de dire Sri Lanka. Ton premier Sri récit Lanka. sur le Sri Lanka et tu vas en faire un deuxième aussi qui va bientôt Oui, sortir. bah, je sors. Effectivement, je sors ce fameux récit que les gens attendent depuis un an sur mon voyage en solitaire, qui est très introspectif. Et là, pour le coup, je me suis vraiment, c'est à cœur ouvert. Donc, pour le coup, je suis pas le mec qui est le plus régulier sur mes réseaux en termes de partage photo et vidéo. Désolé, mais en tout cas, je suis très régulier sur les écrits. Donc, celles et ceux qui veulent en savoir plus sur mon parcours, sur les valeurs que j'ai apprises par le voyage et qui voudraient se plonger dans mes récits de voyage, je les sors, mes récits de voyage, au fur et à mesure en format poche. Voilà, un prix symbolique. Mais voilà, c'est le meilleur moyen de me connaître et surtout, au-delà de me connaître, c'est la transmission. Moi, je fais ça pour transmettre des valeurs, des clés. Donc, celles et ceux qui sont intrigués par ce parcours qui a pu être le mien, au-delà de ma personne, encore une fois, bah, peuvent se plonger dans mes journaux intimes. Voilà. Mais merci hein, encore une fois de voilà Merci, t'être Camille. autant livré. Voilà par moments c'était des sujets un petit peu plus sensibles que d'autres. Donc merci beaucoup. Je suis Avec vraiment plaisir. super contente. Donc j'espère que ça aura transporté aussi les auditeurs et auditrices. Et puis hâte de suivre tes prochaines aventures. Merci, j'ai hâte qu'elles arrivent vite, surtout. À très bientôt Julien et merci Salut beaucoup. Camille. Merci. Merci à vous, merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a permis de vous évader, de voyager et que ça vous a peut-être donné aussi des pistes et des idées pour enrichir votre quotidien et prendre soin de vous. Votre soutien est précieux, alors si ce podcast vous plaît, je compte sur vous. N'hésitez pas à le partager, laisser des commentaires et pourquoi pas 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. Vous pouvez aussi vous abonner au compte Instagram Good Visa Podcast. Ça ne devrait pas prendre plus de quelques secondes et pourtant ça m'aide tellement. Ça permet au podcast de gagner en visibilité et c'est tellement gratifiant de lire vos retours sur les épisodes qui vous ont plu. Alors du fond du cœur, merci pour tout et à bientôt.